Alors, chaud, comment faire chaud? Je commence vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, vous répondez vert, vous êtes en accord, rouge en désaccord et vous expliquez pourquoi. Donc, la première affirmation concerne le Canadien. Le Canadien devrait échanger Mike Madison avant la fin de son contrat plutôt que de lui faire signer une prolongation de contrat. Éloi. Écoute, moi, je pense rouge, tout d'abord, ne devrait pas échanger Matheson d'ici la fin de son contrat, à moins que les choses changent dramatiquement. Il va avoir 32 ans à la fin de son contrat là, en 2026. Puis, tu sais, dans ma tête, il pourrait signer un petit peu à rabais ici. Il vient d'ici, il connaît l'endroit, il connaît l'organisation. Ça va faire quelques années à ce moment-là qu'il va avoir évolué avec le Canadien. Donc, je m'attends à ce que le prix pour Matheson soit pas mal juste là, pour l'organisation à la fin de ce contrat-là. Puis, tu sais, rendu à la fin de 2025-26, la dernière année du contrat, on va vouloir être encore plus dans le mix que maintenant. Là, donc, ça va prendre des vétérans, ça va prendre des gars comme Matheson. Il a prouvé son utilité à l'organisation, puis je m'attends pas là, à ce que sa production descende complètement en bas d'une montagne là, à l'âge de 32 ans. Je pense qu'il peut encore être utile à l'organisation pour quelques années après ça. Puis ça va en prendre des vétérans pour encadrer les jeunes aussi. Là. De mon côté, je triche un peu. J'y vais avec vert parce que je crois qu'on devrait en profiter. Je vais en profiter de sa valeur parce que présentement, depuis 2 ans, a vraiment une renaissance avec le Canadien. On l'a vu, là, connaît d'excellents moments. Donc, je crois qu'on devrait en profiter pour l'échanger, possiblement pas cette année, mais l'an prochain, à la date limite des transactions, quitte à le re-signer, justement, à rabais par la suite s'il souhaite et où il tient tant à revenir à Montréal. Ça lui donnerait une opportunité de gagner en allant dans une équipe contender et en même temps, le Canadien pourrait encore faire un plein de choix et de jeunes. Je crois qu'on peut sans doute attendre un premier choix justement pour Mike Madison, peut-être un espoir en plus de ça. On a vu le retour pour Ben Sherratt il y a 2 ans. J'imagine pas ce que Mike Madison peut rapporter à l'équipe. Puis en plus, son contrat demeure intéressant pour si on paie la moitié de son salaire. Donc, j'en profiterai justement. On le voit cette année, même si c'est une présence rassurante dans l'alignement, le Canadien n'est pas rendu prêt de gagner. Quand le Canadien va être prêt à ce moment-là à être plus sérieux, à vouloir faire les séries, à se rendre plus loin, je pense que Mike Madison va avoir quand même ralenti d'ici là. Donc, je pense qu'on doit profiter de cet actif-là pour aller rechercher justement des choix et autres et quitte, comme je dis, à le re-signer par la suite, parce qu'effectivement, ça reste un très bon vétéran, vient de la ville et évidemment aime Montréal. Donc, pourquoi pas tenter ce scénario, quoi qu'on le sait, ça arrive quand même assez rarement qu'une équipe re-signe un joueur après l'avoir échangé. Marc-Antoine. Ben moi, j'ai dit rouge, mais encore là, tu sais, ça dépend. Faut comme n'importe quel GM te le dirait, il faut que tu écoutes. Fait que si le retour est astronomique puis tu n'as pas le choix, ben, tu feras avec après puis tu trouveras des solutions pour aller chercher d'autres défenseurs. C'est sûr que Mike Madison, en ce moment, n'est pas dans la bonne chaise, selon moi. Je pense pas que c'est un gars nécessairement top pairing. Puis s'il l'est, il faut qu'il soit matché quand même avec un très bon défenseur droitier. Écoute, moi, j'évalue une reconstruction entre 7 et 9 ans, dépendamment de qu'est-ce que tu as dans ton équipe à partir du moment que tu commences la reconstruction. Le Canadien commençait quand même avec Caulfield, Goulet, Suzuki. Ils ne partaient pas de zéro, comme par exemple, je dis n'importe quoi, le San Jose, qui, eux autres, ont vraiment parti de zéro avant cette année. Eklund, il est bien bon, là, mais c'est pas Suzuki et c'est pas Caulfield dans mon livre à moi. Donc, le problème, c'est de la durée puis le poids du contrat. C'est combien qu'il veut. C'est sûr que s'il part, il faut que tu le remplaces par quelque chose. Ça, c'est clair et net. Ben, ça va être par quoi? Est-ce forcément mieux? Probablement pas, honnêtement. Puis encore là, moi, je me dis aussi que Kent Hughes, c'est sûr qu'il va bien le négocier. Ça, c'est clair. Je veux dire, quand tu es capable d'aller chercher 9 millions pour Nurse, puis quand tu es capable de donner des contrats à Suzuki, Safkovski, Caulfield en bas de 8 millions, c'est parce que tu sais négocier. Donc, moi, j'aurais tendance à dire le moins longtemps possible le contrat, entre 3 et 5 ans, s'il te plaît, en bas de 8 millions. Mais il faut que ça se fasse en amont. Tu ne peux pas arriver à date limite des transactions, faire ouais, là, fait que finalement, ça ressemblerait à quoi le contrat? Il faut que tu prépares ton terrain. Puis je suis sûr que Kent Hughes est génial là-dedans. Ça se prépare au moins 1 an à l'avance. Combien tu veux? Combien de temps tu veux? Quel genre de poste tu veux? Tu veux-tu être un premier défenseur ou tu accepterais d'être un troisième défenseur, etc., etc. Il faut que tu saches à quoi t'attendre.
parce qu'on le sait que le marché des joueurs autonomes, c'est la meilleure manière de surpayer un joueur. Comment tu fais? Il faut que tu le remplaces. Et les défenseurs, c'est plus long à développer. Tu sais, Goulet, il a été rapide à se développer parce que c'est un défenseur défensif shutdown, puis qu'il a un niveau de maturité extraordinaire. Pas sûr que Rainbacker va arriver l'année prochaine, puis il va être top gun, première paire de défenseurs, 26 minutes par match. Donc, j'ai dit rouge parce que tu es un peu pris. Mais si tu vois que c'est déraisonnable au niveau du prix, tu fais comme Bill Zito, puis tu dis merci, on est vraiment content de tes services. Malheureusement, il va falloir que tu quittes. Parce que Brandon Montour, à ce salaire-là, il serait vraiment mal pris aujourd'hui. Julien? Rouge, je ne l'échange pas. J'essaie de le signer. J'ai dit tantôt là, dans le grand club qu'ils en manquait. Fait que c'est certain. Puis je pense pas que dans un an et demi, on va être un an et 3/4, on va être rendu encore top gun au niveau maturité. Puis, il bloque beaucoup de shots, Madison. Fait qu'il y a déjà, il y a ce will-là, ce vouloir-là de bloquer des shots. Fait que ça, c'est déjà, ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Il a un excellent patin. Rendu à 32 ans, il va peut-être ralentir, mais ça ne sera pas non plus un piano à queue comme ça va. Donc, il va avoir quand même une certaine mobilité. Il a une excellente première passe. Fait que moi, je pense que si on le fait jouer 18, 19 minutes à 32, 33, 34, 35 ans, je pense que c'est réaliste. Je pense qu'il peut donner d'excellents services à un salaire qui tourne autour de 5 par année. Pour ces 3 années-là, mettons, 3, 4 années, là, j'essaierai de signer pas trop cher. Donc, moi, je pense que ça ferait un excellent défenseur de deuxième paire, à supposer que dans 3 ans, on a, mettons, Hudson Goulet ou Rainbacker Goulet, puis lui, il pourrait jouer avec soit Rainbacker, Hudson Goulet, whatever. Mais en tout cas, c'est la projection que je ferais là, pour dans 2 ans et demi, là, finalement. Donc, moi, c'est rouge. Je le garde, puis en plus, c'est ça. Il est d'ici, il est content, puis je pense pas qu'il veut s'en aller, puis c'est un très grand leader, puis il parle beaucoup dans le vestiaire. Donc, moi, je m'en départis pas parce que c'est assez rare des défenseurs quand même top 4. Là. Ça coûte très cher. Donc, je pense que l'on pourrait l'avoir quand même pas trop cher, entre 5 et 6 pendant 3 ans à peu près. Deuxième affirmation. Je l'ai un peu changé parce qu'on avait tous la même réponse. John Tortorella perdra son poste avec les Flyers de Philadelphie d'ici la fin de la saison 2025-2026, donc d'ici l'an prochain. Je débute, je vais avec vert. Je crois que pour cette année, il a encore un passe-droit. Personne ne s'attendait à ce que les Flyers soient autant dans le mix l'an dernier, même en position de faire les séries jusqu'au dernier week-end pratiquement d'activité. Donc, je pense qu'on va quand même lui laisser le temps. Mais si on voit que ça n'avance pas l'an prochain et qu'on voit que justement les jeunes ne se développent pas comme on le souhaite, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait se terminer. C'est un genre d'entraîneur qui a souvent une date de péremption parce qu'on le sait, évidemment, c'est très demandant sur un effectif la façon qu'il dirige. Donc, j'ai l'impression que si après 2 saisons difficiles, on va peut-être décider de le laisser aller pour essayer d'amener un peu de sang neuf au sein de l'organisation. Marc-Antoine. Ouais, écoute, là, c'est sûr que cette année, je t'aurais dit non. L'année prochaine, bon, j'y pense. Je me dis, ça se pourrait, mais peut-être que oui ou non. Mais je veux dire, rouge, non, il va garder son emploi. La raison, c'est que c'est le gars idéal pour le club qu'il a. C'est un club qui est gros, qui bloque des lancers, puis qui joue une game relativement plate. Il y a un seul gars qui déroge à ça, et c'est Matvei Michkov. Et moi, en ce moment, j'ai un système Ligue nationale là, qui découpe les présences des joueurs. Puis là, je regardais Michkov. Je me suis dit, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et la première présence qu'il a fait, puis je le jure sur ma vie, il se pitch à terre et il bloque un lancer. Je me suis dit, si Matvei Michkov se pitch à terre et bloque des lancers, c'est le bon coach pour ce gars-là. Ça doit être intimidant aussi pour un gars comme Michkov d'avoir un coach comme Tortorella, d'être dans un milieu où il ne parle pas la langue, avec du monde qui paye le prix. Ça doit être très intimidant. Donc, moi, je pense que c'est le bon gars. Puis, tu écoutes Daniel Brière parler de Tortorella, il n'en revient pas. Là. C'est vraiment, là, je pense, le coach. Il n'y aurait pas un coach qui aurait pu faire mieux la job selon Daniel Brière que John Tortorella. Et c'est un gars qui, d'ailleurs, si vous voulez regarder sur YouTube, il y a il y a une série faite par les Flyers, fait que c'est peut-être pas parfait, là, mais ça s'appelle The Standard. Et tu vois comment Tortorella parle aux joueurs et crée une culture gagnante. Honnêtement, c'est vraiment, d'un point de vue coaching, impressionnant de le voir aller. Je pense pas que sur un marché non plus, il y a un entraîneur, pardonnez-moi, qui peut faire ce type de travail-là qu'il fait en ce moment avec les Flyers.
Donc, non, moi, je ne le vois pas perdre son emploi tout de suite. Surtout qu'il faut être lucide, c'est une équipe qui est en reconstruction et qui a performé l'année passée et que cette année, d'après moi, ils ne performeront pas. Puis que techniquement, tu aurais pu peut-être avoir un Michkov, Demidov, mettons. Puis le draft d'après, tu vas chercher, mettons, Porter Martin. Ce n'est pas le même profil que quand tu vas chercher Jet Luchenko à la place. Il est bien fin, il est bien beau, mais c'est Mathieu Poitras, là. Et ça, c'est dans 10 ans, ça va être un gars responsable, selon moi, de milieu d'alignement. Et non pas Demidov, qu'on le voit comme une star de peut-être 100 points par année. Ça peut faire vraiment mal. Mais bon, ça, c'est du plus long terme. Mais malheureusement, il faut en parler parce que Tortorella écope du line-up qu'il y a devant lui. T'sais. Donc voilà. Donc, mais je dis rouge quand même. Ah, puis je pense qu'il savait dans quoi il s'embarquait aussi. Diane Brugère, il a dit non. On s'en va en construction, puis moi, je veux que tu établisses les bases d'une bonne culture. Fait que, Donc, j'imagine, Julien, tu y vas avec rouge également. Ben là, c'est parce que tu as changé la question. tu as changé l'ordre des questions, puis tu changes les questions. Mais après ça, tu te demandes pourquoi on n'aime pas le bon. Je te le repose. John Tortorella perdra son poste avec les Flyers de Philadelphie d'ici la fin de la saison 25-26. Écoute, je vais dire vert parce que peut-être vers la fin de la saison. À un moment donné, c'est comme, mettons, 3 années vraiment merdiques. Ben, en fait, cette année, je m'attends à ce que ça soit merdique, puis je m'attends à ce que ça soit merdique l'année prochaine aussi. Donc, puis, tu sais, ce genre de coach-là, je trouve que, on l'a vu, ils ont un impact vite avec un line-up qui n'est pas supposé être là, puis à un moment donné, ça fait poète parce que c'est tout much. C'est trop. C'est juste trop hein, à gérer comme style de coaching. Puis, je sais, je suis sûr qu'il a fait des ajustements quand même avec le temps, mais ça reste quand même que naturel à un moment donné, Rion Gallo, en tant que coach, tu ne veux pas perdre non plus 3 ans de suite, puis c'est ça qui va arriver, puis à un moment donné, lui aussi, il va se mettre à péter des coches, puis ça ne le fera plus. Là. Mais non, c'est ça, je pense que il y a eu la situation aussi avec Sean Couturier. Déjà, je trouve que ça a eu un impact dans le vestiaire quand même à long terme, puisque la fin de saison a été catastrophique. Ils n'ont pas de goaler. Puis non, je pense qu'à un moment donné, ça va sucer. Les joueurs ne voudront juste plus jouer pour lui. Là, ça va être juste trop. Donc, ça, c'est ce que je pense. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va perdre sa job. Puis, il a signé un contrat de 3 ans à peu près. Là. Ça va être sa 2e année. Il va être à sa première dernière année de contrat l'année prochaine. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ça saute. Éloi? Écoute, c'est sûr que mes arguments ils ont un petit peu changé, là, mais écoute, je vais y aller avec rouge. Donc, on va le garder encore. Là, présentement, c'est sa 3e saison à Philadelphie, donc l'an prochain, sa 4e. OK. L'alignement des Flyers n'a pas beaucoup changé là, vraiment depuis le début. Bon, il y a Michkov, là, comme on a dit, qui s'est rajouté, mais on n'a rien fait pour pallier la situation devant le filet. La défense est encore vraiment suspecte sur papier. Donc, je vois pas comment l'équipe va s'être améliorée à un point où on va vouloir vraiment compétitionner là, d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc, je pense qu'on va juste pas être rendu au niveau où l'équipe va performer en deçà des attentes. Parce qu'il n'y aura pas encore d'attente suffisante là, dans le cas des Flyers. Donc, c'est pour ça que je pense que Tortorella va survivre jusque-là. Intéressant. On passe à notre 3e à rouge que j'ai aussi modifié puisqu'on avait les mêmes réponses. Donc, j'ai dû ajuster en conséquence encore une fois. Je préfère manquer les séries pendant 10 ans et être prétendant 5 ans que faire les séries comme équipe repêchée 15 ans de suite. Marc-Antoine. Mais moi, honnêtement, je la trouve pas tough, dans le sens, moi, je veux une Coupe Stanley, point. Je m'en fous, là. Je pourrais être une année au top, 10 années pourries. J'ai ma Coupe Stanley, je suis heureux, là. Je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, là. Je veux dire, ça se voit surtout au football, là, les Rams ont fait ça, puis je leur demanderais, est-ce qu'on refait ça ou on reste dans le mix non-stop? Moi, je parle d'un point de vue tout le temps de GM. C'est tout le temps comme ma réflexion, le dessus, puis le coaching, puis comment... Bon, c'est sûr que le propriétaire, il va peut-être te dire, tu es tout bien d'être dans le mix, puis la Coupe Stanley, regarde, on verra, là, tu sais. Mais honnêtement, moi, c'est Coupe Stanley, Coupe Stanley, Coupe Stanley. Fait que c'est pour ça que tanker, puis être pourri, puis après ça, arriver au top en se croisant les doigts que
tout tombe en place. J'aime mieux ça que de dire, faire la méthode Red Wings, d'amener des gars qu'on fait semblant qui sont bons pour la culture. L'équipe est dans le milieu d'alignement, puis à tous les années, tu récupères des joueurs qu'on n'en a rien à cirer, comme Brandsek Nygard, puis Danielson, puis tous ces gars-là, que je me dis, c'est maximum des milieux d'alignement. Fait que t'espères quoi? T'sais, lui, il fait la méthode, comment il s'appelle, Ken Holland. Ah, ils vont jouer dans la Ligue américaine pendant 400 ans, fait qu'ils vont devenir bons par miracle. C'est pas de même que ça marche, malheureusement. C'est pas parce que tu joues dans la Ligue américaine. C'est plus de même que ça marche. C'est que ça a changé. Faut pas oublier, les Red Wings, là, il y a un concours de circonstances. Là. Datsyuk, là, c'est un top 3 dans un repêchage, mais il est russe. C'est comme si on retourne faire à l'époque, là, tous les Européens, Sheck 9e ronde, Tretiak 9e ronde, tous ces gars-là. Voyons donc, on le savait qu'il était bon à l'époque, on n'a pas appris qu'il était bon. On savait juste pas s'il allait venir, fait qu'on les repêchait pas haut. Mais c'est un peu le même principe. Danielson, quand même qui passe 14 ans dans la Ligue américaine, à sa 15e année, il ne sera pas meilleur dans la Ligue nationale pour autant. Fait que j'aime pas, moi personnellement, San Jose, comment ils font les choses, je trouve que c'est trop extrême. Là. C'est n'importe quoi. Là. Will Smith souffre de ça grandement. Les seuls Top Guns qui sont capables de se sortir d'un marasme comme ça, c'est des Connor Bedard et des Macklin Celebrini. Le reste, ils vont s'étouffer. C'est un sable mouvant. Plus tu bouges, plus tu cales. Moi, je vois vraiment... Clown, il s'étouffe depuis une couple d'années. Si San Jose, ce ne serait pas mon modèle. Mon modèle, moi, il serait agressif, mais pas aussi agressif que celui-là. Par contre, les Red Wings, pour moi, Yzerman a oublié. Il s'est dit, je suis un gars de talent qui a passé du temps. Lui, il n'a pas passé du temps dans la Ligue américaine, mais il a vu des gars talentueux passer du temps dans la Ligue américaine, puis ça a été payant. Il ne faut pas qu'il oublie quelque chose. C'est avec des gars de talent que tu gagnes. Même si Scotty Bowman te le disait, si tu ne vas pas chercher du talent, jamais tu vas te rendre nulle part. Brandsek Nygard, Danielson, Kasper, tu t'en vas nulle part avec ça. Fait que moi, c'est la Coupe Stanley. J'aime mieux l'avoir une année, puis dans 10 ans, on se revoit avec une Coupe Stanley. Puis qu'à la fin de ma carrière, que pendant 40 ans que je vais être là, je vais avoir gagné 4 Coupes Stanley, que de me dire, écoute, je te donne le mix à tous les années, puis on ne se souvient pas de toi, puis tu n'as pas atteint l'objectif qui est de tout joueur hockey, puis tout coach, puis tout GM, c'est de gagner une Coupe Stanley. Fait que ça ressemble à ça pour moi. Le seul bémol, c'est que tu fais les séries. Dans l'affirmation, tu fais les séries pendant 15 ans. Tu n'es pas les Red Wings qui ne les font pas pendant ouais, mais ça, quand même, moi, je te le dis, je suis prêt à gager 100$. Ils vont les faire, puis ils vont les faire. Mais ils vont se faire sortir tôt en tabarouette. Puis le mieux qui va arriver, c'est comme les Oilers contre les Hurricanes. On va perdre en finale, puis après ça, l'équipe va tomber en morceaux. Puis comme le Canadien dans Bulle, on va se rendre en finale, mais ça va tomber en morceaux. Parce que ça va être des vétérans, probablement, très bons dans les deux sens de la patinoire. Mais quand tu as besoin d'un but, tu fais appel à qui? Qui dans cette équipe-là, tu te dis, lui, là, c'est un game changer, il va en mettre dedans. Tu sais, Lucas Raymond, genre? Non, là, tu sais. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que les Red Wings ne feront pas les séries durant la prochaine séquence, mais ça, c'est un autre sujet quand même. Julien, de ton côté, que choisis-tu? Copier-coller Marc-Antoine, passe à un autre. Éloi? Écoute, moi de mon côté, là, je vais y aller. Je sais plus exactement c'est quoi la couleur correspondante, mais j'aimerais ça être l'équipe qui fait des séries pendant 15 ans. Écoute, l'équipe repêchée, tu as quand même autant de chance. Tu commences pas les séries avec un handicap. Là. Les Panthers l'ont fait justement il y a 2 ans, de se rendre en finale comme équipe repêchée. Une fois en série, tout peut arriver. Peu importe les seeds, les équipes favorites. On le voit tout le temps, chaque année, il y a des favoris qui perdent super tôt, qui se font même balayer. Donc, tu sais, sur 15 ans, tu te dis, hey, 15 chances de remporter la Coupe, tandis que même si tu as eu des grosses saisons pendant 5 ans avec l'autre scénario, il n'y a rien de garanti. Donc, je pense que j'y vais avec le fait de faire les séries pendant 15 ans, un peu comme Bergevin disait dans le temps. Une fois que tu fais les séries, tout peut arriver. Puis on l'a vu en 2021 avec le Canadien, justement, tout peut arriver. Mais c'est pas tout qui est arrivé parce qu'ils n'ont pas gagné. Ouais, non, c'est ça. Il y aurait presque tout peut arriver. Puis là, tu as tout le temps quelqu'un qui te dit, ouais, mais les Blues. Ouais, mais là, wow, là moi, je trouve qu'elle revient tout le temps celle-là, mais après ça, tu fais, nomme-moi un autre exemple, puis c'est plus long avant d'avoir le deuxième exemple. Alors que quand tu penses à qui a été stud, Crosby, OK, Crosby, Malkin, Fleury, le temps, puis là, tu fais, OK, ils ont 3 Coupes Stanley, là, tu sais. Ketchuk, Barkov, Bobrovski. Ah oui, c'est ça, tu sais. Une finale, Coupe Stanley tout de suite après. Fait que, Avalanche, combien de temps ils ont cogné à la porte avant de gagner la Coupe Stanley? Combien de temps Tampa a cogné à la porte pour la gagner? Vegas. Stanley. Vegas, combien? Écoute, la première année qu'ils rentrent dans la Ligue, ils sont en finale. Mais là, en même temps, puis en passant, moi, j'ai parlé de l'exemple des Red Wings.
Mais moi, être Vegas, je ne vide pas le club pour aller me chercher des jeunes. Là. Moi, quand il disait qu'il voulait aller chercher Marner, si Marner est disponible, moi, je suis Vegas, je saute dessus tout de suite. Il va être entouré de gars qui vont le faire produire parce qu'il joue la vraie game comparativement à Toronto, que ça joue du bout de la palette, puis ça fait des petits jeux en zone de défensive. Écoute, j'ai regardé une game là, de Toronto, Matthews, là, qui est en 3 contre 3, puis qui se débarrasse de la rondelle sur le tape de l'autre, puis qui l'envoie dans le filet. Là. Écoute, moi, être le coach, là, je comprends même pas que Craig Berube, il l'a pas assis. L'autre game d'après, on va faire un petit statement parce que des jeux niaiseux de même, là, regarde, t'es un gars qui peut faire 69 buts par année, t'as pas besoin de jouer du bout de la palette puis faire des passes sautillantes dans le plein milieu de la glace. Mais ça, c'est un autre sujet. Ah, mais pour lui, c'est ça être capitaine. Ouais. C'est tout ça. Lui, il se dit je suis capitaine, va te faire des passes non dans le centre de la patinoire en 3 contre 3, puis je garderai pas mon homme après, puis je vais faire semblant que j'ai track back hard en tombant à terre. Oh, ouais, ok, parfait. De mon côté, je me range du côté des lois. 10 ans là, sans faire les séries. Là. Les Sabres de Buffalo sont rendus à 12 ans, puis on a l'impression que ça fait Il n'a pas dit 12, t'as dit 10. Elle vient pas me dire qu'il y a 10 ans, c'est pas long. Là. Non, même en tant que partisan, je préfère voir mon équipe se rendre près du but, mais au moins être là pendant 15 ans, justement, avoir une chance à chaque année. Écoute, je peux pas voir, mettons, le Canadien ne pas faire les séries 10 ans de suite. Donc, j'aurais tendance, surtout comme on le disait, il n'y a aucune garantie, même si tu es contender. Les Sharks de San Jose ont été contender pendant quoi, 10-15 ans, puis ils ont une finale, puis ils n'ont jamais gagné la Coupe. Donc, tu sais, tu n'as aucune garantie non plus à ce niveau-là. Donc, je me dis, je préfère avoir 15 chances de me rendre jusqu'au bout que 5 chances qui peut-être je vais manquer mon coup puis repartir pour un autre 10 ans par la suite à ne pas faire les séries. Donc, j'y vais avec le 15 ans de suite. Mais j'ajouterais une petite nuance dans le sens que c'était tout un club, là, les Sharks. Oui, ben oui. Pas le Canadien sur le reset on the fly de Marc Bergerien. Ouais, là, je dis pas d'avoir l'équipe du Canadien, je parle de l'équipe qui fait les séries à chaque année. Oui, c'est ça. Mais il y a des nuances un exemple dans un vert au rouge. Là, non, mais c'est ça qui me gosse. Vous donnez un exemple de l'inverse, mais proportionnellement, les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, ils ont été au moins des contenders pendant 2, 3, 4 ans, versus ceux qui n'ont pas été contenders puis qui ont gagné la Coupe Stanley, il n'y en a presque pas dans l'histoire. Donc, tu sais, tu as plus de chances de gagner une Coupe Stanley si pendant 10 ans, tu ne fais pas une série puis pendant 5 ans, tu es contender que faire être comme 7, 8, 6. Tu es une équipe de série, mais que tu n'es jamais contender, même si tu fais les séries. Les proportions sont là, si tu regardes historiquement. Là, donc, moi, c'est pour ça que j'étais comme ça. Mais après, c'est sûr que c'est excitant. C'est un peu comme s'acheter des gratteux, genre, puis espérer gagner de gros lots, même si tes chances sont push, ou te ramasser de l'argent pendant 10 ans, puis tu fais des investissements en bourse pendant 5 ans. Ben écoute, vous avez le droit là, de vous acheter des gratteux à chaque jour et espérer gagner de gros lots. On a aussi le droit de mettre des gars sur la liste des blessés toute l'année, puis les ressortir en série. Fait que, tu sais, être une équipe repêchée, puis après ça, être un contender une fois en série. Ouais. On a le droit. Puis écoute, Mark Stone, son dos, il va bien là, cette année. Ça va bien. Ils n'ont pas gagné leur Coupe Stanley sans Jack Eichel. Puis c'est ça, on regarde mettons les top 3 repêchages qui sortent à tous les années, tu te dis, ça se peut pas. On se disait, ça se peut pas que Stamkos ne gagnera pas une Coupe Stanley. Il l'a eu. Ça se peut pas qu'Ovi ne gagne pas de Coupe Stanley. Il en a eu une. Ça se peut pas que Crosby en gagne une Coupe Stanley. Il en a eu une. Ça se peut. Puis là, tu sors toutes. Puis le seul à date qui déroge de ça, c'est Draisaitl, puis McDavid, puis il joue dans le même club, tu sais. Ben non, mais il y a Austin Matthews aussi, là. Ouais, c'est vrai. Mais en général, là, quand tu as des top guns comme ça, il gagne la Coupe Stanley. Non, mais ça, c'est l'obstination d'un DG qui garde 4 joueurs qui ne jouent pas de la bonne manière à l'attaque puis que ça fait 50 millions les 4 joueurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Toronto, je pense. Les Kings aussi ont gagné la Coupe Stanley en 2012 comme 8e dans l'Ouest. Ouais. Oui, ben ça, tu vois, ça, c'est une des rares équipes dans l'histoire qu'effectivement, ils ont réussi. Mais je regarde dans les 10 dernières années, il semble avoir pas de 10, mais depuis 2012, donc 13 dernières années, il semble avoir 3 équipes donc, qui étaient dans les équipes repêchées, là, qui étaient dans les 7-8 et qui ont gagné la Coupe. C'est quand même 3 sur 12, c'est quand même une chance sur 4. C'est quand même pas si mal. C'est mieux. Ben, c'est à peu près comme un gratteux bingo si tu veux regagner ta mise que ça t'a coûté. Mais t'as 15 chances. T'as 15 chances d'être une équipe sur 4 à rentrer en finale puis gagner la Coupe. Ouais, mais ça, je comprends ce que vous dites, là, mais le club n'a pas trop changé, les 3 Coupes Stanley des Kings. C'est toujours Kopitar au centre, puis c'était toujours Mike Richards, puis Jeff Carter, puis
Fait que, tu sais, il était 8e. Ouais, mais attends 2 secondes. Là. Il était premier l'année d'après, je pense, ou dans le top 3 de la Ligue. L'autre l'année d'après aussi. Puis... L'affirmation, c'est pas quels joueurs sont sur l'équipe. T'es 8e ou Oui, 7e. mais c'est sûrement des blessures. Jamais je créerais que quand ton premier trio, c'est Gaborik, Kopitar, Brown, ton deuxième trio, c'est Carter, Richards, puis Dwight King, puis que t'as Quick Daynett, puis que t'as Dowdy comme premier défenseur, tu finiras pas 8e. On réajustera les balises de la... pour le La prochain semaine épisode. prochaine. On passe dans mon équipe qui va aussi faire jaser. Donc, on y va avec 2 frères cette semaine. Ah, on veut Donc, juste dire que ça a été aussi modifié à la dernière minute. exactement. Donc, beaucoup de modifications cette semaine. Brady Tkachuk contre Matthew Tkachuk. Donc, évidemment, Matthew est plus vieux, donc 2 ans de plus dans la Ligue. On voit en termes de statistiques un peu plus de matchs joués. Le nombre de points par match est aussi à l'avantage de Matthew. Évidemment, Brady Tkachuk n'a pas encore joué en série, donc c'est plus dur de les comparer à ce niveau-là. À noter le différentiel, plus 137 pour Matthew Tkachuk et moins 56 pour Brady. Et évidemment, bon, une Coupe Stanley remportée cette année par Matthew Tkachuk. Donc, qui est votre choix entre les deux? Je commence avec toi, Éloi. Écoute, moi de mon côté, ça n'a pas été facile, mais je pense que Chuck, c'est vraiment un gars qui m'a marqué. Non, mais pour vrai, je vais avec Matthew. C'est un énorme talent offensif quand même, ce gars-là. On parle de 2 saisons de 40 buts puis 100 points. OK? Puis ça, dans les 15 dernières années, il y a juste 18 joueurs qui ont eu une saison de 40 buts et 100 points. Puis il y en a 9 qui l'ont fait plus d'une fois, puis Matthew Tkachuk, il est là-dedans. Puis non seulement ça, il l'a fait avec 2 équipes. Donc, il est capable de produire offensivement. Peu importe ses compagnons de trio, peu importe le système de jeu, il a produit à Calgary, il produit encore avec les Panthers de la Floride. Il a gagné la Coupe. Donc, tu sais, lui, de son côté, c'est prouvé. Du côté de Brady Tkachuk, il y a un peu plus d'éléments physiques, évidemment, mais sur le plan offensif, vraiment, d'être un top élite offensif de la Ligue, ça reste encore à prouver, puis peut-être même que c'est cette saison que ça va arriver, justement, qu'il va topper le 40 buts, parce que peut-être que ma réponse va changer à ce moment-là, mais du côté de Matthew, c'est prouvé. C'est juste un talent absolument incroyable. Donc, j'ai pas le choix pour l'instant d'y aller avec. Marc-Antoine? Ouais, écoute, moi, je me suis dit, tu as changé, puis ça m'a brisé le cœur parce que grâce à mon esprit d'outil qui découpe les présences, ça m'aurait permis de te dire que je préfère Ant Anderson au test de l'œil. Ant Anderson, puis là, je ne le dirai pas parce qu'on ne le fait pas, fait que à moins que tu le gardes pour la semaine prochaine, mais bon. Ouais, c'est Josh Anderson. J'ai fait le test de l'œil avec Matthew puis Brady. J'ai pris la première, parce que là, j'ai pas eu le temps, j'avais 15 minutes avant de le faire, avant de faire l'émission. Fait que là, j'ai pris 15 minutes, fait que j'ai fait la première période à Brady puis la première période à Matthew Tkachuk. Bon, là, moi, j'ai ça, les verts ou rouges sur ça, sur des joueurs, parce que c'est-tu l'ensemble de la carrière? C'est-tu, je le prends dans mon équipe? C'est qui mon équipe? Je te répondrai peut-être pas à la même réponse, dépendamment de l'équipe, dépendamment du salaire. Fait que je suis allé au test de l'œil en me disant, bon, qui tu préfères regarder jouer? Puis là, j'en ai venu à la conclusion que Brady, sur l'échec avant, il est vraiment, vraiment super parce qu'il a un meilleur patin que Matthew. Matthew, là, il a des poids aux chevilles. C'est vraiment pas un beau et un bon patineur. Puis d'après moi, il va faire comme le père. Il aurait pas avoir une longue carrière, mais quand ton patin ne suit plus, c'est difficile d'aller récolter des points. Vous regarderez les stats de son père, là, Keith, les deux s'enlignent pour avoir la même carrière que leur père. Et tout ça pour dire que Brady, par contre, a tendance à tricher et Matthew ne triche pas. Et Brady a une intensité à l'intérieur de lui. Là. Tu l'entends parler sa glace. Écoute, je regardais une présence, puis tu vois qu'il crie après un gars, il est dans le coin, il est en train de se faire une prise de lutte. Écoute, il est vraiment très intense. Puis, moi, je le trouve plus rapide. Une raison, c'est qu'il joue avec Stützle, qui est peut-être un des top 5, top 10 meilleurs patineurs de la Ligue nationale, et il était quand même capable de le suivre. Écoute, je pense qu'à cause du patin et du lancer que je préfère de Brady, c'est lui que je vais prendre. Mais ça n'enlève évidemment rien parce que quand tu m'as montré les tableaux, ça ne se compare même pas. Un gars qui ne joue pas en série, puis l'autre qui arrache tout en série, puis qui est gamer comme pas un. Il y a une finale, puis une Coupe Stanley. Puis lui, quand il y a des empty nets, il se pitch, puis il est capable d'arrêter ça du bout du bâton. Je veux dire, il est gamer comme pas un. La seule edge, d'après moi, qu'il y a, c'est bon, jouer avec Gaudreau puis Ellis Lenholm, c'est un des plus beaux trios de hockey que j'ai vu de ma vie. Puis jouer avec Barkov, ça a l'air que ça ne nuit pas. Vous en parlerez à Jonathan Huberdeau. Donc, je dirais la qualité élite de Tkachuk, c'est
son côté gamer, mais c'est son côté IQ. Il se place devant le filet, là, il n'y a rien à faire quand il est net front. Devin Rondelle sur le retour, l'autre retour, puis là, ça rentre. Très rare qu'on voit des highlights de Matthew Tkachuk, de une feinte puis un autre, puis il déborde le gars. Matthew Tkachuk ne peut pas déborder des gars. C'est du net front, c'est des retours, puis c'est des one-timers, puis ça l'arrête là. Fait que je prends Brady juste parce que je pense qu'il aura une plus longue carrière, puis que le nombre de points va être quand même similaire. Et je pense aussi que l'avenir d'Ottawa il va être quand même plus joli. Là, Norris, Tkachuk, Stützle, Yakemchuk, Sanderson. J'ai comme un feeling que la deuxième portion de la carrière va être la carrière à Brady. Fait que j'ai misé sur le futur. Intéressant, Julien. Moi, je vais prendre Brady Tkachuk pour plein de raisons. Puis Matthew Tkachuk, je le prends dans mon équipe demain matin, mais je prends Brady avant. Parce que, premièrement, le patin, ça, c'était un critère assez important. Il est plus gros, il est plus vite. Là, on parlait des 40 buts, il y a 35 puis 37 ces 2 dernières saisons. Fait qu'il n'est pas loin. Puis, il n'y a pas les trios avec lesquels Tkachuk a joué pendant toutes ces années-là. Donc, pour moi, ça, c'est à prendre en considération. Lui, depuis qu'il a été repêché, il est dans une équipe en reconstruction. Puis, c'est le malheur de cette équipe-là. Il est intense, il a un C, il triche un peu, mais il est quand même intense toutes les phases. Il plaque, il se bat, il est plus jeune. Puis, je pense aussi que ses meilleures années sont à venir. Écoute, il n'a jamais arrêté de progresser de saison en saison depuis qu'il a commencé. Puis là, depuis 2 ans, là, du 35-37 buts, là, ça commence à être solide. Un gars de 6 pieds 4 qui a ce patin-là, puis ce shot-là. Tu repêches au 3e rang. Hein? Tu repêches au 3e rang au total. Il aurait dû être repêché au 3e rang au total, effectivement. Écoute, moi, je peux pas passer à côté de ce gars-là. Puis, en plus, il gagne un peu moins cher. Là, en ce moment, c'est quand même intéressant. Mais, ouais, non, c'est sûr, je le prends en premier. Puis, tu sais, oui, Tkachuk, peut-être que Matthew Tkachuk, il y a peut-être un peu plus de IQ ici, il est peut-être plus responsable. Il était peut-être mieux entouré aussi pendant le début de sa carrière. Puis il sait qu'il n'y a pas vraiment le choix d'être responsable parce qu'il n'y a pas le patin nécessairement pour venir back-checker s'il triche, puis il n'est pas aussi mobile. Donc, il a appris à être intelligent par rapport à ses forces et ses faiblesses physiques. Mais non, j'ai pas le choix de prendre Brady. Là. Pour moi, je peux pas croire que le Canadien a passé à côté de ça, puis ils ont pris fucking Kotkaniemi. Écoute, ça se peut pas. C'est la pire gaffe de l'histoire. L'héritage de Bergevin, pour moi, là, c'est cette ferme-là. C'est tout. Puis Sergachev contre Drouin, c'est un gros fail, mais jamais autant que celle-là. Ça, là, c'était évident. Tout le monde avait Tkachuk 3e. C'était le no-brainer. Lui, il a assez les coquilles. Il me manque un centre. Puis, savez-vous quoi? Pendant les 3 premières années, Tkachuk, il jouait des fois au centre, puis il avait un meilleur pourcentage de mise en jeu que Kiki. Fait que, tu veux ton centre, là? Mais j'allais dire aussi, niveau amélioration, tu sais, bon, en tout cas, le niveau repêchage, je ne sais pas à quel point les gens l'avaient 3e, là, mais si je peux juste ajouter quelque chose, il avait fait 8 buts à son année d'éligibilité. Fait que tu peux dire que c'est un gars qui est en progression constante. Tu regardes ses stats, 8 buts à NCAA, tu te dis, il va être pourri dans la Ligue nationale, il ne pourra pas faire des buts, ça va être des passes, puis il va crasher le net. 22 buts à sa première année dans la Ligue nationale. Puis cette année, il y a 7 buts en 9 matchs et je ne serais pas surpris qu'il fasse 40 quelques buts. Fait que, tu sais, c'est vrai que la progression est vraiment impressionnante d'un gars qu'il n'y a pas des... Tu sais, c'est pas... Je trouve que là, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir, qui est capable de déculotter. Il sort des gars de ses culottes. Il fait prendre des tasses de café à des vétérans, là, comme s'il avait oublié de jouer au hockey. C'est fou. Il rentre dans le triangle, il déborde, il revient sur ses pas. Écoute, il y a des défenseurs qui tombent sur le cul quand ils feintent. C'est impressionnant. Mais Tkachuk a comme pas ça en lui, mais il est habile. Mais écoute, passer de 8 buts dans NCAA à aujourd'hui, on parle peut-être d'un marqueur de 40 buts. Tu sais, 40 buts, on pense à tu sais, Caulfield, c'est un marqueur, il va en faire 40. Lui, c'est pas un scoreur traditionnel sniper,
mais il va t'en faire 40 pareil parce qu'il va aller au pic et appel devant le filet, aller récupérer des retours puis des lancers. Puis en plus, je trouve qu'il marque moins comme son frère. Son frère, c'est beaucoup des déviations, beaucoup des retours. Lui, en plus, je trouve qu'il est capable de descendre sur l'aile, puis de prendre un lancer, puis de battre le gardien. Donc, moi aussi, j'aurais bien la misère de passer à côté de Brady. Là. Puis en plus, je ne sais pas si vous avez vu BPM, Pierre Dorion, qui a fait le segment. Il expliquait le processus, puis c'est lui qui a mis son point sur la table pour Tkachuk. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de tomber là-dessus. C'est juste Pierre Dorion qui explique pourquoi ils ont pris Tkachuk, puis pourquoi Kotkaniemi était entre 7 et 9 pour eux. Fait que c'est vraiment intéressant. Écoute, il parle des coulisses, puis qui qu'il y avait, pourquoi Dobson était avant Quinn Hughes, puis pourquoi Evan Bouchard était avant ces deux gars-là. Écoute, il y avait Bouchard avant Dobson et Hughes. Fait que s'il n'y avait pas Tkachuk, il se serait probablement planté. Mais en même temps, si Bouchard était parti, il y aurait eu soit Dobson, soit Hughes, qui est vraiment extraordinaire. Puis s'il avait raté encore, puis by the way aussi, Zadina, lui, il avait genre 11. Il a fait, c'est pas du tout le genre de joueur qu'on voulait. Puis Zadina, c'est un gars que, à Montréal, si tu avais demandé aux gens dans la rue qui tu prends, un gars du junior majeur qui fait 100 points, on aurait probablement, les fans auraient probablement dit Zadina, tu sais. Fait que quand on a vu Kotkaniemi, le fameux vidéo de la madame qui est de même, là, c'est vraiment ça, là, tu sais. De mon côté, je vais split ça en deux. Je vais aller avec Matthew Tkachuk. Pour moi, les séries éliminatoires d'il y a 2 ans, donc quand on s'est rendu en finale du côté des Panthers, m'ont vendu, simplement ça m'a vendu Matthew Tkachuk. C'est incroyable comment ce gars-là est un gamer, a prouvé au fil des années des parcours éliminatoires qui peut justement connaître des grosses performances. Je viens de voir ce qu'on vient de mettre en coulisses, Éloi. Tu le montreras par la suite. Matthew Tkachuk, justement, oui, peut-être, un moins bon patin, il n'a pas le 16 non plus de son frère. Mais j'ai l'impression que, vous l'avez parlé, au niveau du IQ est supérieur à Brady. Je trouve aussi qu'au niveau, tantôt, Marc-Antoine, tu parlais de l'intensité de Brady Tkachuk sur le jeu. J'ai l'impression que Matthew en a autant, sinon plus d'intensité. Il pense peut-être davantage maintenant. Puis ça, c'est peut-être de la maturité aussi. Mais je trouve qu'un des défauts peut-être de Brady Tkachuk, c'est les moments, des fois, où il décide de soit vouloir se battre, soit y aller un coup un peu plus salaud, qui mettent des fois les sénateurs dans le trouble aussi. Mais encore là, dans un contexte où il n'y a personne autour de lui, ça peut l'unir. Peut-être que si justement un Brady était entouré d'un Barkov ou d'un Gaudreau, un Lindholm, elle n'agirait pas de la sorte non plus. Mais cette facette-là de Brady Tkachuk en ce moment fait en sorte que, pour moi, Matthew Tkachuk passe devant juste pour son... Et on dirait qu'il a l'intelligence de comprendre les moments auxquels il doit agir ainsi, les moments auxquels il doit se préserver. Puis je pense aussi qu'en séries éliminatoires cette année, a un peu moins paru que l'an dernier, mais tout autant bien fait, a simplement mieux géré justement un long parcours éliminatoire. Puis encore là, ça, c'est de l'expérience. Donc, je me dis peut-être que Brady, au fil du temps, pourra l'acquérir également. Je te laisse, Éloi, présenter ton tableau. Absolument, oui. Ben c'est ça, juste pour voir s'il y a un débat. Donc, Brady Tkachuk contre Jesperi Kotkaniemi. De mon côté, je pense que j'y vais avec Brady Tkachuk. Par contre, il y a peut-être ce qui explique la sélection, c'est qu'il y a un curse. Brady Tkachuk, peu importe l'équipe sur laquelle il est, l'équipe ne fera pas les séries. Donc, c'est peut-être pour ça que le Canadien, dans le fond, Marc Bergevin savait qu'il y avait ce curse-là, mais sinon, je ne vois pas vraiment d'autres explications. Pas facile pour KK. Hey, mais imaginez-vous 30 secondes, là, la Coupe des 4 Nations. Là. Ouais, ben oui. Matthew, Jack Hughes, Brady. Ouais. Ah! Avec les 2 Hughes en défense. Ouais. Mais je te dirais, tu sais, la ligne de centre, c'est Matthews, Jack Hughes, Tage Thompson, puis après ça, je sais pas, ce serait qui, mettons, le 4e, mais tu sais, là-dessus, tu as aussi Connor qui s'en vient, les 2 Tkachuk, Robertson, écoute, ça, Fox, Hughes, Tu aurais probablement JT Miller, 4e centre. JT Miller. Tu vas avoir les 2 Hughes. Tu vas avoir. Écoute, ça va être. Puis il y a 4 goalers qui sont hot aux États-Unis en plus. Mais ça, on préservera ça pour les prochains épisodes parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de contenu. Je vais mousser, là. Mais